Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Bourleau, psychologue à Lausanne. Et puis aujourd'hui, on est de retour sur un format plutôt interview parce que aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Mamouchi. Si ça vous dit rien, ce nom, il faut commencer à vous y intéresser. C'est une danseuse qui est particulièrement active dans le krump. Et puis elle va nous parler de ça aujourd'hui, puis de son parcours dans la danse et plus encore. Mamouchi, bienvenue. Merci, je suis contente d'être là. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je veux pas dire qu'on s'est connus par la danse, mais je t'ai connu un petit peu à l'époque parce qu'on avait des potes en commun dans le fameux Bicrou du gymnase de Beaulieu qu'on salue. Peut-être commence par... j'aimerais bien que tu nous dises quelque chose sur toi que peu de gens connaissent. Ok. Quelque chose que peu de gens connaissent, c'est quelque chose que j'évite de dire parce que souvent, on me regarde plus pareil après. C'est que je n'écoute pas de musique. Ok. C'est-à-dire que j'ai écouté de la musique pendant longtemps et en fait, je me suis rendu compte que ça parasitait un peu mes pensées. Ok. Et que des fois, ça faisait changer mes moods. Et j'aimais pas ça. Du coup, à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer d'arrêter pour voir, pour me laisser l'espace de penser. Et du coup, depuis, j'écoute pas de musique. Donc, quand on me voit dans la rue avec des écouteurs, c'est juste parce que j'ai pas envie de parler aux gens. Écoute, c'est trop bien que tu commences avec ça. C'est intéressant, j'ai vu des gens qui parlaient de ça, de justement faire attention à qu'est-ce qu'on écoute, parce que ça nous influence notre inconscient, etc. Toi, c'était ce qui changeait le mood, c'était la musique ou c'était les paroles plutôt? Mais je crois que ça fait un tout. C'est que parfois, j'étais heureuse et j'écoute une musique qui parle de rupture et qui est tellement bien faite, elle est cohérente, c'est pertinent, ça touche. Et d'un coup, j'ai l'impression qu'on m'a brisé le cœur alors que personne m'a brisé le cœur. Et au bout d'un moment, je peux pas passer mes journées à avoir des ascenseurs émotionnels comme ça. Du coup, j'écoute de la musique que quand c'est pour danser ou pour faire la fête. Parce que pour moi, là, ça fait sens. Et les musiques, souvent, elles vont promouvoir ça. Mais en dehors... Ok. Et donc même, t'écoutes pas par rapport... Parce que je sais pas comment tu prépares, tu vois, tes shows, comment tu t'entraînes. Mais donc, vraiment, tu rentres à la salle pour danser, c'est là seulement où t'écoutes de la musique. Ouais. Parce qu'en fait, aussi pour que ce soit la préparation de spectacle ou de manière générale, même quand on s'entraîne, de pas écouter les musiques, ça fait que je m'en lasse moins vite. Pour les résidences, ça fait aussi que je découvre beaucoup de choses pendant la résidence parce que j'ai envie de visiter tel univers. Donc en fait, c'est plutôt un atout. En tout cas, moi, c'est là où je peux vraiment laisser ma curiosité, dire ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tel artiste dont tout le monde parle fait. Okay. et ouais, du coup, dans la danse, je découvre dans la danse les musiques. Trop bien. Et du coup, qu'est-ce que tu fais à la place? Est-ce que tu as remplacé par des podcasts ou est-ce que du coup, tu as juste ce temps libre de réflexion? Ce que je fais à la place, c'est que j'observe pas mal autour de moi, j'observe les interactions. J'essaie aussi d'écrire de temps en temps. Okay. Quand j'ai sur un carnet, des fois sur le téléphone. Mais je pense que c'est vraiment plutôt vivre l'instant présent où on est. Et puis comme on est à une époque où on est tous connectés, parfois c'est juste répondre aux messages, prendre le temps aussi de vider ma tête de cette to-do list qui est interminable des fois. Donc ça me permet d'avoir accès à ça. Après, on peut le faire avec la musique. Mais comme moi, ça me parasite, des fois, ça m'a ralenti plus qu'autre chose parce que ça, j'aime pas, donc je change. Et puis après, j'oublie que j'étais au milieu du message. Et un mois après, je dis j'ai oublié d'envoyer le message. Enfin, je crois que mon cerveau, il fonctionne pas bien en ayant une musique toujours en arrière-fond. Donc, du coup, j'ai enlevé. Bon, je pense que c'est hyper sain de toute façon parce que c'est vrai qu'on est
tout le temps stimulé. Et même si c'est un bruit de fond, mais c'est quand même constamment une stimulation. Et je crois pas que notre cerveau est fait pour ça. Donc, est-ce que tu as vu... C'est quoi les effets positifs que tu as vu de ça? Franchement, je sais pas si c'est des effets positifs, mais en tout cas, je suis plus à l'aise comme ça. Après, je pense qu'il y a des personnes pour qui la musique, ça fait qu'elles sont plus à l'aise. Mais du coup, ça fait sens. Moi, mon mari écoute constamment de la musique. Ok. Et donc, du coup, si j'ai besoin d'avoir un moment de silence, il faut que je le dise parce que pour lui, justement, ça le détend, va améliorer sa productivité, d'avoir un peu de musique. Moi, au bout d'un moment, j'ai l'impression que ça bouillonne, c'est trop d'informations. Et du coup, c'est de manière passive où j'ai quand même accès à ça, mais j'ai pas l'impression que ça a amélioré ma productivité. Je procrastine comme tout le monde. Voilà, je fais quand même n'importe quoi. Je passe pas mon temps à faire des théories philosophiques et à écrire des romans, quoi. Mais en tout cas, j'aime bien le silence, quoi. Ouais. Bon, puis ce qui est pas le but, parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir tous ces conseils, beaucoup sur les réseaux, où le but, c'est justement d'être plus productif, mais qui est quand même un truc très sociétal actuel. Alors, c'est bien de rappeler aussi qu'en fait, on peut faire des choses sans vouloir être plus productif derrière. Ouais. Clairement, juste le silence, c'est trop bien, le sommeil, c'est trop bien. En fait, tous les moments où d'un coup, il y a une respiration et où il n'y a pas d'attente sur ce qu'on doit faire, c'est trop bien et je trouve que ça me manquait. Donc, j'ai essayé d'en trouver un autre moyen, quoi. Trop bien. Du coup, là, on allait partir sur un podcast entier, mais trop bien, c'est un bon début. Est-ce que tu arrives à me raconter un peu comment t'es arrivé dans le monde de la danse? Parce que de ce que j'ai lu dans mes petites recherches, t'as commencé plus ou moins à l'époque justement du gymnase. Ouais. Comment t'es rentré là-dedans? Puis ça a été quoi un peu le développement? En fait, j'ai toujours un peu dansé parce que je suis congolaise. Donc, qui dit Congo dit déjà il y a tout cet aspect avec la danse, la musique congolaise qui est culturellement très riche. Et ça fait que ce soit à l'église, que ce soit lors des fêtes de famille, il y a toujours de la danse, quoi. Et il y a limite des chorégraphies. Donc, moi, je me souvenais, quand j'étais petite, aller à l'église, c'était comme aller à la fête. Okay. On t'apprête, tu vas arriver là-bas, il y a des chansons que tout le monde connaît, il y a des chorégraphies que tout le monde fait. Donc, il y avait déjà cet aspect de danse jeune. Et puis, pendant les fêtes de famille, il y avait aussi des chorégraphies parce que souvent, les musiques congolaises, elles sont accompagnées d'une chorégraphie qui va avec le clip. Donc, souvent, les personnes, en regardant le clip, elles refont les chorégraphies. Quand elles arrivent aux fêtes, elles font à leur sauce. Donc, il y a toute cette danse qui était déjà présente dans des moments comme ça, festifs ou de communauté. Mais en dehors de ça, j'ai jamais pris de cours de danse avant peut-être mes 18-19 ans. Okay. C'est-à-dire qu'il y a eu la famille, et après la famille, au gymnase, il y avait cette possibilité de faire partie d'un groupe pour représenter le gymnase. Et on m'a proposé. À cette époque, je ne dansais pas vraiment. J'avais des amis qui dansaient. Et puis, on s'est dit, on va monter une équipe. Il y avait des danseurs qui étaient vraiment plus avancés, qui du coup leadaient, créaient les chorégraphies. Et puis nous, on répétait, quoi. Il y avait d'autres... il y avait plusieurs niveaux. Mais moi, à part danser dans ma chambre, à ce stade-là, vraiment, c'était amateur. Et on a fait ce concours. Ce concours s'est bien passé. On n'a pas gagné, mais ça s'est bien passé. On a eu des bons retours. Et à partir de là, on a commencé à faire une série de concours chorégraphiques. Et du coup, moi, c'est par le biais de la chorégraphie vraiment que je rentre dans la danse. Donc vraiment hip-hop. Voilà, hip-hop, chorégraphique, avec les différentes disciplines qui sont soit à l'intérieur du hip-hop ou soit qui gravitent autour du hip-hop, comme voguing, walking. Et c'était toujours... On apprenait le style de danse et quelques mouvements et un peu la culture dans le but d'en faire une routine après. Et c'est par ce biais-là aussi que j'ai rencontré le Krump, du coup, au début. C'était, ok, on a fait un peu de hip-hop, on a fait un peu de house, on a fait un peu de pop-in, on veut quelque chose de nouveau. Ah, d'accord, le voguing, on a fait quelque chose avec le voguing, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et d'un coup, on nous dit le Krump, on se dit, c'est parti.
Et là, comme on était en Suisse, on a eu la chance d'avoir accès aux pionniers du Crump, les Warriors, qui s'entraînaient à l'époque au centre de Prilly, Carrefour Sud. Ouais. Et du coup, timidement, on leur a demandé de nous montrer. Et ils nous montrent des bases. Et ils nous disent surtout, venez, il y a la session à côté. Et là, tu regardes la session et tu prends une claque, quoi. T'es là, ah ouais, vous faites ça les mardis soirs, vous. C'est l'énergie, les cris, En fait, c'est vraiment... tu sens la vibration, quoi. Tu te dis, ah ouais, là, il y a quelque chose qui se passe. Et du coup, nous, on était séduits. On s'est dit, ben, trop bien, on va faire ça dans notre prochaine routine. Et là, en pensant à la chorégraphie, vraiment pour des raisons simples, hein, dans ce premier tableau, c'était elle qui est au centre, là, c'était lui qui est au centre. Troisième tableau, Crump, c'est toi qui es au centre. C'est comme ça que moi, on me demande de pousser un peu plus loin. Ok. Pour pouvoir après être au centre et avoir une énergie un peu plus vraie par rapport à ça. Et c'est pour ça que je suis retourné à des sessions avec les Crumpers. Et après, je suis plus parti, quoi. À partir de là, gentiment, je m'éloigne de la chorégraphie, puis je retourne crumper parce que t'es au milieu du cercle et d'un coup, il y a tout le monde qui est là. Ouais, vas-y, c'est trop bien ce que tu fais, incroyable. Tu dis, waouh, si j'avais ça le matin en me réveillant, mais c'est bon. C'est bon, la journée elle va bien se passer, tu vois. Et après, gentiment, j'ai eu mon premier mentor, Dakoda, qui m'a enseigné les bases. Ensuite, il y a eu un deuxième mentor, Yarjak, qui m'a aidé aussi à développer davantage ma danse. Et après, à partir de là, j'ai développé aussi mon personnage à moi. Et maintenant, j'évolue aussi avec un troisième mentor, qui est aussi un ami avec qui on a travaillé sur beaucoup de projets, Dakota. Et maintenant, je viens d'accepter une dernière mentor féminine qui est une des pionnières du Crump, Daisy. Et c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré. Et c'est surtout quelqu'un qui... à qui on m'a souvent associé depuis le début où je dansais. On me disait, il y a une énergie qui nous fait penser à. Ok. Mais on voulait pas me dire, t'as juste pas le niveau. Mais il y avait une énergie qui était un peu comme ça, qui faisait écho à son énergie. Et là, depuis maintenant quelques semaines, on a acté le fait que du coup, j'étais sa jumelle, Twin. Trop puis, donc voilà un peu l'évolution, le parcours. D'abord avec beaucoup de mentors et puis aussi au milieu de ça, moi qui développe ma propre personnalité dans le crump, quoi. Mais déjà, ça me remet un peu des souvenirs. Ouais. C'est trop cool. C'est vrai que moi, j'ai le souvenir du gymnase. J'étais toujours entouré de personnes qui étaient en train de faire des petits moves comme ça. Il n'y avait pas une discussion sans une petite répétition. Et du coup, quand on en reparle avec Marine, avec Fred, ou comme ça, chaque fois, ils en rigolent. Mais du coup, en fait, ce petit groupe de danse du gymnase, c'est ça qui t'a ouvert les portes de la danse, en fait. Clairement. Et du coup, à la base, c'était vraiment en se disant, ça nous permet d'avoir une salle à disposition gratuitement au gymnase et on va pouvoir rater un jour de cours, quoi. On était sur des motivations qui étaient... C'est vrai, vous aviez des dispenses? On a eu une dispense, je crois, pour aller au concours ou quelque chose comme ça. Ou j'aurais dû vous rejoindre. Une dispense peut-être de sport pendant qu'on répétait, mais quelque chose qui était innocent comme ça au début. Et oui, c'est clairement ça qui m'a donné envie de pousser, parce qu'une fois que tu fais des concours et que tu vois qu'il y a une communauté de danseurs et que finalement ils passent du bon temps ensemble. Et puis, ok, il y a le fait de gagner ou perdre qui peut plus ou moins... décevoir, mais il y a surtout j'ai passé un samedi à être avec des gens, à rigoler à gorge déployée, à être impressionné par les mouvements, le corps. Enfin, ça, c'était cool, vraiment. Trop bien. Et ça, tu parles de mentor. Ouais. Et que t'as accepté de prendre quelqu'un comme mentor. Ouais. Comment ça, c'est spécifique au Crump? Ouais. Comment ça fonctionne? En fait, étant donné que c'est un peu les institutions de la rue, quoi. Ouais. Donc, les institutions de la rue, c'est qu'il y a des personnes qui maîtrisent la pratique parce que ça fait suffisamment longtemps qu'elles sont là, ou au moins plus longtemps que toi qu'elles sont là. Et souvent, c'est ces personnes-là que tu vois danser
et il y a quelque chose dans leur danse qui te parle plus qu'une autre personne qui a la même pratique. Et du coup, à partir de là, en fait, naturellement, tu vas vers ces personnes pour demander « Ah, mais vous vous entraînez où ?» etc. Donc, il y a quelque chose un peu d'organique qui se fait où tu vas vers ce qui te parle. Et ensuite, souvent, ce qui se passe, c'est que pendant un moment, à notre époque, parce que ça a changé forcément, à notre époque, pendant un moment, on te donne des informations vraiment au compte-gouttes, quoi. On te dit « Ah, peut-être la semaine prochaine, on va s'entraîner. » Puis on ne te dit pas quel jour. Puis tu relances, En fait, il y a quand même une volonté dans la communauté que ce soit uniquement les personnes intéressées et sérieuses qui aient accès aux espaces, parce que ça se fait gratuitement pour les mentors. Tu vas pas donner ton temps gratuitement à quelqu'un qui va se désintéresser rapidement. Et ensuite, après, à partir de là, tu as de plus en plus accès à ces moments de rencontre, à ces sessions, et de temps en temps, on te donne des choses sur lesquelles tu peux travailler si tu as envie de développer ta pratique. Et c'est un peu comme ça que ça s'est fait pour moi. On me donnait 2-3 conseils, on m'expliquait les bases, puis je développais. Puis au début, tu espères que cette personne devienne ton mentor, mais au début, c'est juste pour voir si ça te parle ou pas. Et quand les personnes voient que ça te parle, que tu es motivé, qu'entre les entraînements, tu continues à développer, ben là, souvent, on peut te dire « Ah, ben moi, ça m'intéresserait qu'à terme, tu intègres ma FEM. » On appelle FEM parce qu'il y a family, puis après, ils ont fait FEM. Et comme nous, on sait mal prononcer l'anglais, on dit FEM. Et du coup, à partir de là, tu commences à t'entraîner dans le but d'avoir un grade. Et en fait, c'est né aux États-Unis. Donc, l'organisation, elle est assez proche de l'organisation qu'on pourrait voir dans des gangs, par exemple. Par exemple, où il y a un peu une hiérarchie. Et il y a des grades presque où on pourrait dire lui c'est le junior ou telle personne c'est je sais pas la lady ou des choses comme ça. Enfin, il y a des grades et du coup tu travailles dans le but d'avoir un grade qui est quand même un minimum respectable, quoi. C'est les mêmes grades partout? Plus ou moins. Après, il y a des gens tu connais, il y a toujours des gens qui refont la roue, qui ont d'un coup une idée qui est hyper brillante et puis qui a pas dans les grades. Et puis, du coup, il y en a qui ont créé des grades par la suite ou qui ont lancé des tendances que d'autres ont suivies. Mais les grades il y a des grades qui sont plus ou moins les mêmes dans les films, quoi. Donc, tu vas avoir Twin, justement, le jumeau, la jumelle. Tu vas avoir Junior. Tu vas avoir Lady. Tu vas avoir Lil, qui est Little, mais tu vas avoir... girl, tu vas avoir princesse, prince, soldier, enfin, ça va jusqu'à infant. Ok, c'est le plus bas ou c'est un... Non, c'est un qui est assez bas, infant, et tiny, c'est un qui est plutôt bas. Mais après, comme on le dit souvent, tout va être relatif au bigomie, donc au mentor, et à quelle vision il a pour sa femme. Parce que quelqu'un peut te donner tiny parce que lui, il est hyper grand, et toi, une version miniature de lui et c'est pas par rapport à ton niveau réellement. Comme il y a des gens qui sont rentrés dans la fame en tant que kid et ça fait 10 ans qu'il est kid et tu lui dis ouais mais tu veux pas devenir lead et il dit mais non maintenant kid c'est moi, je peux pas grader parce que c'est pas mon identité. C'est pour ça que je dis que c'est des grades qui se veulent à la base en termes de niveau, mais après chacun a son organisation dans sa fame, quoi. Mais donc il y aurait... En théorie, tu peux grader. C'est l'objectif à la base. Ils ont été créés pour ça. L'objectif, c'est de grader et d'arriver le plus haut possible. Après, ça crée forcément des compétitions dans la fame parce que normalement, les fames sont remplies. En tout cas, au début, c'était beaucoup plus le cas. Donc, ça veut dire que si moi, on m'entraîne et que dans la fame, il y a déjà une lady, une girl et une princesse, bah, il y a quelqu'un qui va devoir bouger pour que j'ai ma place. Parce qu'il n'y a vraiment qu'une personne par grade. Il n'y a qu'une personne par grade, par fame ou par nom. Et donc ça fait quoi, 8-9 personnes? En réalité, les fames qui sont remplis avec... on peut arriver à une dizaine de grades. Les fames qui sont remplis. Et puis ça fait qu'après, les mentors, souvent, ils ont des alter ego. Parce qu'ils développent des parties de leur danse. Et donc, par exemple... moi qui suis Mouboulou, ça serait mon nom de fame. Je peux avoir 15 personnes dans la fame Mouboulou et j'ai un autre alter ego
qui est Da Misunderstood, l'incomprise, mais la femme comprise aussi. La Misunderstood en Ok. Et là aussi, je pourrais avoir donc 15 autres personnes dans cet alter ego. Ok. Trop bien. Je savais pas qu'il y avait autant de trucs. Ouais, mais c'est pour hyper ça que cool. je dis, c'est des systèmes. C'est pour ça que quand je dis c'est une institution en soi, quoi. Il y a une logique derrière, il faut juste être à l'intérieur pour la comprendre. Quoi. Et du coup, tu dois, si t'as ces 2 familles, par exemple, ouais. Tu dois adapter ton style de danse en fonction de dans quelle famille tu es. Tu peux pas tout d'un coup, tu reprendrais pas le style de Mouboulou quand t'es dans Da Misunderstood. Non, c'est justement l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait une identité, des valeurs attachées à des familles, quoi. Ouais. Et si c'est le même corps, donc c'est le même mentor, forcément qu'il y a des éléments qu'il y aura dans les deux, mais souvent la philosophie et le personnage est totalement différent, donc l'univers est différent, et on voit, nous maintenant on arrive à voir au début du passage quel personnage la personne prend parce que tu l'as suffisamment vu pour identifier les alter ego, quoi. Ok. Et toi, du coup, t'as 2 personnages. Ouais. Mais tu pourrais en avoir encore plus? Là, à mon stade, j'ai pas encore trouvé de cohérence dans un autre univers, donc c'est que les 2 univers-là qui me parlent. Ouais. Mais oui, c'est possible. Il y en a. Par exemple, si on prend Tie Dyes, un des créateurs du Crump, lui, je pense qu'il doit en avoir 6 de films avec des univers qui peut te décrire à la lettre, quoi. Ouais. Mais tu vois, il crump depuis que le crump existe, donc ça te laisse le temps, tu vois, d'explorer un peu les univers. Et du coup, t'as déjà ta propre femme? Oui, mais timidement, parce que déjà, il y a peu de femmes qui ont leur propre fame. Il y en a beaucoup qui ont leur propre nom, personnage, mais il y en a peu qui ont rempli des fames et suivi des Lil Homies, donc des personnes dont elles sont le mentor. Moi, j'avais cette ambition-là. Actuellement, j'ai un grade. J'ai Sista Mouboulou, une amie qui, du coup, fait partie de ma fame. Et en dehors de ça, il y a 2 personnes que j'entraîne pour qu'elles intègrent la fame et qui n'ont pas encore de grade. Mais du coup, j'ai ma fame, mais elle est pas remplie, quoi. Et du coup, tu peux avoir ta fame ou tes fames, être dans la fame de quelqu'un d'autre, oui. Et ça pose pas de soucis. A priori, non. Après, il y a des personnes qui sont un peu égoïstes. Mais c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est comme un centre de formation. C'est que suivant le centre de formation que tu suis, il y a des personnes qui vont dire t'as fait cette formation, t'as pas le droit de faire cette formation parce qu'elle est concurrente, ou bien tu peux pas mettre en avant sur un CV en même temps ça ou ça parce qu'il y a conflit d'intérêts. Donc il y a des gens qui fonctionnent aussi avec cette logique-là en disant j'ai pas envie que t'aies trop de noms parce que sinon le mien il s'efface. Ok, ouais. Ça les regarde. Il y a peu de personnes qui réfléchissent comme ça, mais il y en a quand même. La plupart des personnes, elles se disent que non, c'est plutôt une question de rencontre. Tu rencontres quelqu'un, sa danse te parle, etc. Si vous êtes d'accord sur un grade, ça veut pas dire que il y a une exclusivité à vie parce que tu restes lié à cette personne. Mais ça crée des fois des tensions aussi. Ouais, je peux imaginer parce qu'il y a de l'ego, il y a beaucoup de choses qui peuvent, j'imagine, venir interférer. Ouais. Mais j'ai perdu ma question. Je trouve hyper intéressant ça. Puis ça me fait penser un peu au système d'arts martiaux. Ouais. Les arts martiaux, t'as le maître ou le sensei. Et puis les disciples qui viennent avec des systèmes de grades, etc. Puis dans les arts martiaux, il y a des passages de grade, par exemple. Oui. Donc moi, je fais du karaté. 2 fois par année, il y a un passage de grade avec un programme qu'on doit maîtriser. Ouais. Dans le Crump, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un peu des critères à atteindre? Il y a des critères, et ça, c'est le mentor qui les définit, et des fois, il les explique pas. Hein. Ok, ouais. Mais c'est, en effet, il y a des critères, et il y a surtout aussi des moments de passation, ça. Et c'est ce qu'on appelle les cages. Donc, les cages, c'est le moment où le mentor décide que tu es prêt. Il peut t'avertir ou pas. Souvent, on aime ne pas avertir. Ouais. Donc, ça veut dire que tu peux arriver une fois à un entraînement et là, il y a ton cage. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas devoir danser contre tous les membres de la famille
ou toutes les personnes que ton mentor aura mobilisées ce jour-là, parce que des fois, les familles ne sont pas au même endroit ou pas assez nombreuses. Et donc, souvent, tu fais une vingtaine, voire une trentaine de passages. Okay. Et le but, c'est de te pousser le plus loin possible dans tes retranchements pour qu'on voit vraiment de quel bois t'es fait, quoi. C'est ça l'objectif. Et c'est aussi pour se dire que si tu l'as vécu une fois en film, quand tu vas pouvoir le vivre à l'extérieur après, tu seras beaucoup plus solide et rodé, quoi. Il y a un peu ce truc de... On veut être les personnes qui te poussent, quoi, le plus loin. Et au terme de ça, en fait, le mentor va un peu analyser ce que tu as fait en termes de qualité, comment tu t'es surpassé, est-ce que tu as suivi les instructions entre les rounds, est-ce que tu as bien répondu aux personnes suivant leur grade. Et s'ils estiment que ça mérite tel grade, ils te donnent tel grade. Et il y a des fois des bigomis qui disent finalement, en fait, je me rends compte que tu n'es pas prêt parce que moi, je ne peux pas te donner un grade en dessous de ça, donc tu reviendras une autre. Enfin, il y a cette cérémonie-là, on dit cérémonie parce qu'il faut dire des termes, mais pour nous, c'est un cage. Et après, sinon, en dehors de ça, il y a des bigomis qui passent pas forcément par la cérémonie quand c'est pour changer de grade. Ils peuvent, par exemple, je sais pas, tu gagnes un concours et ils disent ah ouais, mais en fait, tu représentes tellement la FEMA les juniors. C'est un peu oh, ok. Et puis, donc ça reste le travail toujours qui va faire qu'il y a des promotions, quoi. Ok. Et ça, typiquement, tu dis ils cherchent à nous pousser dans nos retranchements. Ça prend quelle forme? Du bizutage, non. Non, franchement, je pense que de l'extérieur, ça peut vraiment faire peur. Là, je pensais par exemple à certaines crumpeuses. Dans le mouvement suisse, on a 2 crumpeuses qui sont mineures. Enfin, quand je dis 2 qui sont mineures et qui sont systématiquement aux événements et qui font partie de FEM. Donc, j'imagine ta fille qui a 15 ans et un dimanche après-midi, elle doit danser 30 fois à en vomir face à des adultes qui lui disent « c'est pas assez !» On est quand même sur quelque chose qui peut être traumatisant si on ne garde pas en tête qu'à la base, l'objectif, c'est de progresser et qu'on est dans une danse. Le crump, c'est une danse qui cherche à pousser les limites, qui cherche à chercher qui cherche des sensations qu'on peut atteindre que quand on est pleinement en expansion totale, quoi. Donc, expansion du corps, fatigue, épuisement. Enfin, c'est une pratique de l'épuisement. Du coup, ça, c'est des moments où tu es pleinement dans le crump. Et si on pratique le crump, on doit accepter d'aller dans ces endroits-là aussi. Ouais. Pas juste le confort d'une vidéo TikTok. Et ça, pour les gens qui connaissent pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs, auditrices qui vont pas connaître ce que c'est le crump. Oui, bien sûr. Sur la vidéo YouTube, on essaiera de mettre quelques vidéos, mais je les incite à aller voir ce que c'est, parce que peut-être là, ça les introduit un peu à cet univers, mais c'est vrai que c'est une danse qui est ultra... qui pousse énormément physiquement, psychiquement aussi. Oui. Justement, comment, pour faire un peu le parallèle avec la psychologie, comment... est-ce que tu te prépares mentalement ou mentalement à quoi ça ressemble en fait l'avant, le pendant et l'après? Je pense que au début c'était beaucoup mon mentor. Donc là je parle de Yarjak qui est mon bigomi et qui était là quand j'ai commencé à faire les concours à l'étranger notamment. C'était beaucoup du coup les bigomis qui te donnent un peu les outils pour te préparer. Donc, ils vont te dire arrête de parler, mets-toi là, fais des pompes, concentre-toi, écoute de la musique, regarde pas les autres danseuses. Enfin, c'est eux qui te donnent un peu des outils et souvent, ces outils, c'est par rapport à ce qui les aide eux. Et ça aide beaucoup à la préparation quand tu es lancé comme ça à l'étranger face à une communauté que tu connais pas, d'avoir un peu ces repères qui ont des mots rassurants. Ouais. Et donc, il y a un grand aspect mental dans la compétition de manière générale. Et du coup, dans le crump, quand on va et en compétition, et en session, et à l'entraînement, il y a quelque chose où, étant donné que c'est une danse qui est très, on va dire, caractérielle, il y a beaucoup de personnages, il y a des univers, des stories qu'on raconte. Du coup, c'est une danse... qui te demande d'avoir une disponibilité mentale et physique. Et donc, il faut de la préparation.
Donc moi, au début, c'était mon mentor qui m'a initié à ça. Lui, maintenant, il est coach sportif, donc Jack Coaching. Et avant de devenir coach sportif, il avait déjà tous ces outils-là par rapport à l'hygiène, comment on doit manger avant la compétition, à quel moment on doit arrêter de manger, qu'est-ce qu'on doit faire pour chauffer le corps, qu'est-ce qu'on doit faire entre les passages, bien s'hydrater. Enfin, il a tout de suite eu cet accompagnement-là. Donc moi, c'est des choses que j'ai gardées après par la suite. Et maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, la préparation, elle commence un peu plus tard qu'avant. Avant, c'était vraiment limite une semaine avant la compétition. Faut plus me proposer un burger, quoi. Je suis en mode, c'est les Jeux Olympiques. Eux, c'est plus qu'une semaine, mais j'étais vraiment en me disant, là, faut que je sois concentré. Maintenant, je prends plus ça comme un moment de partage et que ça fait partie de ma vie. Donc, si dans ma vie, je fais des bons passages en ayant mangé un burger la veille, il n'y a pas de raison pour un concours, je dois être vegan pendant un mois, quoi. Enfin, il y a ça. Donc, c'est pour ça que je dis que ça vient un peu plus tard. C'est plutôt avant les battles, de prendre un moment juste pour me recentrer moi. Tu le fais comment? Pour me recentrer, c'est vraiment... il y a souvent une musique qui, pendant ma session d'échauffement, me fait me sentir bien. C'est de prendre le temps, cette musique-là, fermer les yeux, visualiser plutôt comment je vais me sentir que ce que je vais faire. Ouais, donc un peu l'énergie que tu veux dans laquelle incarner. je serai, de me sentir en confiance, d'avoir l'impression que j'ai du souffle, que ça se passe bien, que je vois, que j'aime. Enfin, vraiment de me projeter dans les ressentis que j'aurais et me rappeler que je fais ça parce que j'aime danser. Parce que des fois, quand on est au cœur de la compétition, ça peut devenir autre chose. Et après cette préparation-là, si on appelle mon nom, je suis contente. Si je danse en premier, je suis contente. Enfin, il y a quelque chose après qui devient de l'ordre de advienne que pourra, quoi. D'essayer de transformer du coup ce stress en excitation. Exactement, oui. Se dire, je le fais parce que j'aime ça, je me réjouis de exactement. danser. Et moi, je me dis, quand le cœur bat vite, je me dis, je me réjouis de voir ce qui va sortir. Parce que pour moi, c'est comme si il y a la créativité qui tape à la porte, quoi, limite. Ça fait papa. Je dis, ouh là, il y a les bêtes qui veulent sortir. Vas-y, laissez-moi danser. Et alors qu'avant, je me disais, j'ai plus de souffle. Alors que c'est, comme tu dis, stress et excitation, c'est le même, physiologiquement, c'est la même chose qui se passe. Et de plus en plus, je me rends compte que, en réalité, c'est parce qu'on a hâte, quoi. C'est vraiment parce qu'on a hâte. Ça, c'est hyper important, ce recadrage, parce que pour toute anxiété de performance, si on arrive à le tourner, à se dire, non, en fait, je me réjouis, et c'est normal que j'aie cette excitation, et pas se dire, ah non, c'est pas normal que je stresse, alors que tu vas rentrer au milieu. C'est hyper impressionnant. J'ai regardé un peu des compètes. T'as devant une foule, puis c'est pas une foule qui est assise à juste regarder en silence, quoi. Donc, je pense en termes d'intensité, c'est vraiment extrême. C'est intéressant que tu dis, je me projette plus dans l'énergie, comment je veux être. Est-ce que tu utilises des symboles, qu'est-ce que tu utilises pour ça? Non, en fait, je pense qu'il y a l'expérience passée, ça fait que quand tu te projettes dans le cercle, il y a quelque chose d'évident sur ce que tu vois quand tu tournes la tête, par exemple. Et puis en fait, pour moi, c'est visualiser dans ce sens-là. Visualiser pas le mouvement que je suis en train de faire, mais comment je me sens à l'intérieur du mouvement. Et aussi parce qu'il y a plein de moments, étant donné que c'est une danse qui est très intense et où on pousse les limites, il y a plein de moments où il y a un peu d'un coup un appel d'air, on a l'impression qu'il n'y a plus l'énergie. Et en fait, c'est du coup se rappeler qu'à ce moment-là où j'ai plus d'énergie, il faut que je puisse puiser. En fait, déjà se dire avant que ça va être épuisant, que ça va pas être facile, mais je vais me sentir bien au milieu et je vais être connecté avec le public et je peux me reposer sur ça. Et par exemple, les personnes qui s'entraînent avec leur casquette, se rappeler qu'au pire, j'ai ma casquette, au pire, j'ai ça, au pire, j'ai telle cartouche, en fait, on est prêt, quoi. Tu te rappelles que tu es prêt et du coup, il n'y a pas de raison pour que tu te sentes mal pendant le passage. Et du coup, ça, c'est aussi hyper important d'anticiper, pas dans les visualisations comme ça, de pas se dire tout va se passer parfaitement. De se dire
je sais qu'il va y avoir un moment où je vais plus avoir de souffle, où je vais être épuisé. Ouais. Et donc, ça normalise pas l'échec, mais Ouais. l'adversité. Exactement, ouais, l'adversité. Pour ceux qui vont regarder des vidéos de Crum, je pense que c'est beaucoup plus parlant quand on regarde les vidéos de finale que quand on regarde les vidéos de présélection, de début de concours. Parce que finale, on se dit, la personne a dansé peut-être 5-6 fois, et puis elle arrive en finale, et là, on va lui demander 2 passages. Et souvent, l'attente, c'est que le premier passage, ce soit déjà un gros passage, et que le dernier passage, ce soit le passage ultime où tu donnes un mouvement de plus, tu meurs, quoi. On est vraiment sur quelque chose où on doit pousser au-delà de quand on pense qu'on peut plus pour la 3e fois, quoi. On est vraiment, vraiment plus loin. Et souvent, c'est le cercle, la communauté qui est témoin de dire là, tu peux encore. Donc, ça dépend plus de nous. Ça dépend plus de ce qu'on se dit dans la tête. Et ça, je pense que si on n'est pas prêt à se dire que là, je dois tout donner, en fait, ça sert à rien de rentrer dans le cercle, quoi. Si on se dit, je m'économise et ça, je garde pour le quart de finale, c'est que finalement, on profite pas de juste partager pour partager. Enfin, il y a des gens qui sont peut-être plus stratégiques que moi, mais pour moi, il y a vraiment ce truc où là, c'est maintenant. Et tu te dis ça 10 fois dans la journée, quoi, tu vois. Mais c'est toujours maintenant. Ouais, parce que là, tu parles de 3 passages, mais tu vas organiser un événement, du coup, 15 et 16 juin. Exactement. Théâtre de Sévelin. Ouais. On remettra les infos après, mais Yes. où il y aura 11 passages. Ouais, c'est un événement où le concept, c'est de faire danser les gens le maximum pour pousser les limites, comme je parlais avant du cage. On est dans la même logique de pousser les limites. Et du coup, on doit danser face à toutes les danseuses qui font partie de notre bloc. Donc, un bloc de 5 danseuses, donc on danse d'abord 4 fois. Si on fait partie des 2 meilleurs, on passe au bloc suivant, où là, il y aura 6 danseuses. Et donc, on danse 5 fois. Donc là, on est déjà à 9. Et après, finale, on danse encore 2 fois. Mais là, il n'y a plus de stratégie, du coup. C'est vraiment où tu dois être justement dans repousser les limites 11 fois de suite, quoi. C'est repousser les limites et se réinventer. Et ça, je pense que tous les danseurs, ça leur parle, quoi. À des moments où, s'il y a un concours, ben oui, c'est une aventure, c'est un parcours, mais c'est surtout comment surprendre à chaque fois alors qu'on a laissé une belle marque derrière, quoi. Ouais. Et se réinventer 11 fois en situation de stress où ça va dépendre aussi du niveau de la personne qu'on a en face de nous, de la musique qu'on ne connaît pas à l'avance. Enfin, moi, je pense que ça met dans des conditions où d'un coup, ça devient vraiment du crump où l'émotion, elle va devoir primer sur la stratégie. Et moi, ça me plaît. Du coup, j'ai hâte de voir, mais je participe pas forcément. Mais surtout, ce qui est hyper compliqué, parce que là, c'est intéressant, parce que je vois beaucoup de similitudes justement avec le karaté. Ouais. Moi, je fais un style karaté qui est très dur, enfin, c'est très axé justement sur l'endurcissement, l'encaissement, etc. Les passages de grade, c'est exactement ce que tu décris, où on fait 15-20 combats des fois à la suite. Et par contre, la difficulté, c'est que nous, dans un combat comme ça, quand t'en peux plus, t'es sous stress, bah, tu vas aller vers des trucs, des automatismes. Oui. Où tu te dis, ok, bon, je fais des combinaisons simples. Là, bah, vous avez la difficulté que non seulement t'es au bout, mais en plus, tu dois être créatif alors que t'es juste gazé. Et ça, je pense que c'est un niveau de difficulté qui est encore vachement supérieur. Oui. Et ben justement, dans le crump, on appelle ça awareness, donc la lucidité. C'est que, étant donné que c'est une danse dans laquelle il y a beaucoup de couches, donc on peut dire que c'est des bases ou des fondements, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de couches. Et plus on avance dans la compétition, ou bien plus on a un bon niveau de manière générale, plus il y a des couches, en fait. Et maintenant, c'est comment, avec, je sais pas, 10 couches, je sais pas, t'as ce que tu fais avec les jambes, en même temps, t'as un groove, en même temps, ta poitrine, elle fait un chest pop, en même temps, t'as la tête qui fait gauche-droite, il y a le bras qui fait en haut, en bas, l'épaule, elles font devant, derrière. Enfin, t'as tout ça qui se passe. Et dans quelle mesure t'es assez lucide pour te rendre compte qu'en fait, sur la musique, il y a un ting. Tu vois, c'est tout ça qui devient du coup très intéressant parce que
c'est pas uniquement une question de créativité, mais une question de lucidité. Les éléments, ils sont là. Ouais. Mais à quel moment tu arrives à voir que là, il y a une porte que je peux prendre et qui m'amène dans un nouvel espace, tu vois. Et ça, je pense au moment où tu dois faire plus que 5 passages, ben, tu dois avoir cet élément de lucidité. Sinon, en fait, ce sera en effet répétitif. Nous aussi, en tant que danseurs, on fait la même chose. On retourne vers les fondamentaux de confort qu'on connaît, qu'on maîtrise. Mais tu peux pas le faire en soi sans que ça se remarque. Quoi. Donc, comment tu te réinventes, quoi, vraiment. Ouais. J'ai vu dans une de tes interviews, tu parlais de cette danse comme une sorte de prière. Et donc, avec un niveau spirituel vraiment là-dedans. Ouais. C'est vrai que quand on le voit, il y a une sorte de transe, quoi. Des danseurs, voire même une transe un peu collective. Ouais. Ce qui peut peut-être faire des liens avec, tu vois, comment tu as découvert la danse aussi dans les églises, où il y a, c'est quelque chose de très puissant d'utiliser ça, que ce soit la musique, la danse. C'est quoi, toi, ta vision au niveau de la spiritualité et comment tu utilises ce moyen-là? Enfin, est-ce que tu l'utilises? Si oui, comment? Pour moi, vraiment, les moments de danse, c'est des moments où on retourne à l'intérieur de soi. Donc, autant dans le corps, mais aussi dans la tête, où c'est beaucoup plus clair, un peu cette voix qu'on a à l'intérieur, qui des fois, au quotidien, on n'y prête pas attention, mais quand on danse, c'est comme si ça devient la seule chose qu'on peut entendre, malgré le fait qu'il y ait de la musique, des gens qui crient. Tu t'entends dire, c'est nul ce que j'ai fait, merde. Tu t'entends dire hyper fort. Et du coup, pour moi, il y a ce truc de retourner autour de soi retourner à l'intérieur de soi et soigner un peu ce dialogue interne, soigner aussi le corps, parce que finalement, on sait que par le mouvement, on soigne le corps, que ce soit au niveau des hanches, tout ce qu'on stocke en termes de trauma et tout, qu'on peut soigner ça aussi en bougeant. On sait que les animaux traumatisés tremblent pour faire passer... Et donc, pour moi, il y a déjà le soin. Et pour moi, le soin, c'est spirituel, tu vois. Le soin, c'est spirituel. Pour moi, prier, c'est se répéter des mantras. Donc, prier, c'est aussi changer ce dialogue interne. C'est consciemment, dès le matin, avoir un dialogue qui est positif et qui nous amène vers la meilleure version de nous-mêmes. Et en même temps, c'est ce que je fais aussi quand je danse, c'est de me raconter des histoires qui me permettront de donner le meilleur de moi-même. Donc pour moi, il y a vraiment une connexion entre ces deux pratiques, parce que pour moi, la spiritualité, c'est notre lifestyle, comme le crump, c'est mon lifestyle. Donc pour moi, c'est indissociable, quoi, clairement. Ouais. C'est hyper intéressant, tu parles des animaux qui tremblent. Il y a... il y a une approche thérapeutique. Il y a une approche thérapeutique qui s'appelle le somatic experiencing, qui parle de ça et qui parle du traumatisme comme une impossibilité de l'humain à parfois sortir de la réponse de figement. Quand on est sidéré, il y a quelque chose de traumatique. À l'inverse des animaux qui, eux, tremblent immédiatement et évacuent tout. Et dans ces approches, il parle justement du manque dans nos thérapies occidentales, un peu comme je fais, dans un cabinet, voilà. Il parle du manque de ces aspects justement tribaux, si on veut, collectifs de soins, comme on peut trouver dans des sociétés plus anciennes, où la thérapie, elle se fait pas en 1-1, elle se fait avec toute la communauté, où il y a justement de la danse, des cris, où c'est hyper spectaculaire. Et c'est vrai que quand on voit une performance de crump, on peut retrouver ça. Ah oui, l'aspect communauté, vraiment, je pense que toutes les danses qui sont dites urbaines, elles ont un aspect de communauté. Dès leur création, il y avait cet aspect de communauté. Après, il y a des danses qui ont évolué vers quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, c'est moins communautaire. Mais le crump, c'est vrai que comme c'est structuré par famille, pas par crew, mais par famille, comme il y a ce cercle avec la hype qui a un peu un chant... c'est comme si ça devient presque un chant que le cercle a pour encourager le danseur. En fait, pour moi, on est vraiment dans quelque chose où on participe à ce que le danseur donne le meilleur de lui-même. Après, pour ce qui va être de
la dimension thérapeutique, je pense qu'il y a quand même une limite qui va être dans quelle mesure on a conscience des shit avec lesquels on est en train de dealer, en fait. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui font un travail sur eux, un travail personnel, pas forcément en thérapie, mais un travail personnel de soigner certaines choses, de mettre certaines limites qu'ils ne mettaient pas auparavant. Et ça va aussi transparaître dans leur danse, dans leur personnage, dans comment leur danse évolue. Moi, je me souviens au début, quand je dansais, j'avais un rapport totalement différent avec mon corps, par exemple. J'avais les épaules toujours bloquées vers le haut, comme ça. C'est-à-dire, quand je levais le bras, j'avais systématiquement... Enfin, avoir les épaules bloquées, c'était ma position par défaut. Okay. Et en soignant certaines choses par le corps, par la danse, ça a fait qu'après, j'ai pu retrouver une position. Tu peux te dire c'est bien, mais il faut aussi que je me pose la question pourquoi, en fait, à un moment donné, mon corps, j'essayais de le rendre le plus petit et rigide possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, pour moi, c'est une deuxième étape. Pour moi, on ne peut pas uniquement se dire « Ah, c'est cool, on est aux communautés, je danse, je pousse mes limites. » Et pas aussi se dire « Ouais, mais en fait, ça dit quoi sur moi? Ça dit quoi sur moi le fait que j'ai eu besoin de danser au moment où, je sais pas, il y a eu un décès dans ma famille et puis là, j'ai dansé, j'ai pleuré et puis après, j'en parle pas, puis j'avance. » Pour moi, il y a une limite. Il y a quand même tout un travail de soins qui doit se faire aussi avec des professionnels ou en tout cas qui doit se conscientiser à défaut d'avoir accès à des professionnels pour des raisons qu'on connaît. Et à l'inverse, dans des cabinets un peu plus classiques, moi je le répète tout le temps aux gens, c'est que c'est pas juste en conscientisant des choses que ça nous fait forcément avancer. Oui. Donc je pense que c'est vraiment des mondes qui ont besoin de se rencontrer. Clairement. Le physiologique doit renouer avec juste le psychologique. Donc à fond. Après moi je serais presque à dire que vaut mieux, enfin, que c'est peut-être plus efficace des fois justement d'aller dans le corps, quitte à ne pas forcément le conscientiser, que de rester uniquement dans la tête. Ah oui, clairement. Moi, dans le crump, il y a tellement d'exemples de personnes qui ont commencé le crump en étant l'ombre d'elles-mêmes parce que c'est comme ça qu'elles avaient l'habitude d'être dans la vie, qui ont été comme ça portées par la communauté et maintenant, c'est des personnes, le charisme, peuvent parler face à des assemblées, sens de l'initiative, n'ont pas peur des responsabilités parce qu'elles ont développé ces compétences dans la danse et puis après, elles ont pu l'utiliser dans la vie. Et je pense que si on leur demande « Ouais, mais pourquoi avant t'étais comme ça ?» Je suis pas sûr que ça les amène forcément plus loin. Mais je pense qu'après, suivant tout simplement nos envies, moi je suis quelqu'un que j'aime bien aussi prendre conscience de ce par quoi je passe et pouvoir mettre des mots dessus. Je pense suivant les envies et les besoins, ça devient vraiment utile de mettre des mots aussi dessus. Et suivant aussi les expériences, il y a des expériences qui sont telles qu'à un moment donné, il va falloir en parler. Dans le crump, il y a eu un certain nombre d'épisodes dans la communauté où il y avait des associations à des sectes, il y avait du harcèlement dans des films, il y a eu même des violences faites à des femmes qui sont allées même jusqu'au viol. Et ça, c'est des choses qui sont possibles si on est déjà en train de dealer avec des personnes qui sont toxiques, tu vois. C'est qu'à un moment donné, tu peux pas juste dire « Ah, telle personne s'est faite gifler en session, venez en danse et on est tous une... » Non, en fait, on va parler du fait qu'il y a des choses qui sont pas OK et dire à la personne de se soigner et en tout cas mettre une limite, quoi. Ouais. Donc, je pense qu'il y a quand même les deux sont importants et c'est là où je te rejoins sur le fait qu'il faut pas qu'on dissocie tête, corps, comme si c'est des choses d'un coup qui cohabitent pas concrètement. Et il y a de plus en plus de praticiens qui ont comme ça des approches qui sont justement psychosomatiques, même l'art-thérapie aussi, ça se développe davantage. Donc, à fond, je pense que tout le monde veut ça, en fait. Puis tu parles de charisme. Oh là là. Alors justement, après, je sais pas à quel point est-ce que c'était un truc justement plus de conscientisation, mais t'es passé aussi à des projets au théâtre. Ouais. Notamment
Alors, j'ai malheureusement pas pu aller le voir. J'ai vu ça Oui, en un fait peu tard, trop tard. ouais, je sais. Mais tu as fait alors je sais pas comment on doit appeler ça, mais en tout cas un projet autour de tes origines, où tu avais pu retourner au Congo, Ouais. notamment par rapport à ta grand-maman. Oui. Comment t'es arrivé du coup à ouvrir ça et à t'ouvrir les portes aussi du théâtre? Ouais, ben, en fait, du coup, c'est vraiment une pièce, on va dire, entre danse et théâtre, parce que je prends aussi un peu la parole sur le plateau. Et c'est une pièce qui raconte autrement ma rencontre avec ma grand-mère et ma situation de femme afrodescendante qui a de la famille sur les deux continents. Mhm. Et bah, du coup, ça s'est fait un peu naturellement. J'avais déjà proposé un projet au théâtre Sévelin 36. C'est une pièce courte, un projet autour de. D'abord, c'était un projet autour de la féminité par rapport à la danse et au mouvement. Mhm. Parce que le crump est très loin de la féminité comme on l'entend comme qualité de corps. On n'est pas du tout là-dedans. Et puis, après ce spectacle-là, j'avais fait une pièce qui était plutôt en lien avec les dictats de beauté et dans quelle mesure est-ce que ça contraint certains corps à systématiquement être inadéquats. Mhm. Donc, en tant que femme noire, on est souvent à se poser des questions en lien avec ça. Et puis, je travaillais sur une pièce qui était en lien avec le rapport à la nature, avec la perspective ou le prisme euh, de ma mère qui, elle, parce qu'elle a grandi en Afrique, avait un rapport à la nature qui était écologique par culture, quoi. Mhm. Et du coup, je trouvais hyper intéressant ce truc d'écologie presque inné, de grandir dans un environnement où il y a toutes les ressources à disposition, mais d'économiser les ressources, à l'inverse de nous qui avons grandi dans un environnement où euh, on nous met à disposition des ressources qui ne sont pas de là et on les gaspille. Tu vois, un peu, disons, ah ouais, ok. Bah, je pense que ça fait un lien total Ouais. entre les deux. Parce que Ouais. juste, nous, on se dit, ah bah, le camion Migros, il va toujours arriver. Ouais, Parce clairement. que quand tu es dans la nature, tu Mhm. vois, tu vois les récoltes, tu vois Oui. comment les choses se passent. Ben, t'es pas déconnecté de ça. Ouais, mais en même temps, je trouvais intéressant parce que le discours politique euh, avait plutôt l'air à cette époque-là, là je suis en 2020, avait plutôt l'air aussi de dire qu'il y avait des enjeux d'écologie, de programmes écologiques à mettre en place sur le continent. Puis moi, j'entendais ça en me disant écologie sur le continent et pas ici. Enfin, et ici, on fait le maximum. Donc, je trouvais intéressant un peu ce décalage entre ce que moi j'avais vu autour de moi de personnes qui étaient hyper soucieuses et à qui on a quand même donné des sacs taxés à 20 balles alors qu'en fait, elles recyclaient déjà tout, tu vois. Et bref, c'est ce projet sur lequel je travaillais. Et je travaillais d'ailleurs avec Marie Grismar sur ce projet parce Ok. que l'objectif, c'était de faire un lien avec son projet Riffs et de se dire, et si la scénographie de la pièce était par la suite en fait mise à disposition de son projet pour continuer à créer des coraux. Tu vois, on se disait, Ouais. ok, tu crées de la scénographie, tu dépenses tant, et puis après tu la stockes dans une box que tu payes par mois au lieu ben, dans la logique écologique, venez, on va jusqu'au bout et après. Et c'est par ce biais-là, en fait, que j'ai commencé à penser un peu à ma famille, leur rapport. Et j'ai pu rencontrer après Vincent Baudrier, le directeur du théâtre de Vidi, et la direction de Vidi aussi, qui m'ont proposé de rencontrer Faustin Lignécoula, qui va être qui sera par la suite le co-créateur du projet avec moi. Et puis on se rencontre avec Faustin, on parle du Congo, et là on se dit, ah ouais, il y a tellement de Congo, quoi. Ouais. Si, il y a tellement de Congo. Le Congo qu'il me raconte, c'est pas le Congo que je connais. Le Congo que je raconte, c'est pas le Congo que je connais. Et moi, il y a des Congos que je connais pas, que j'ai envie de rencontrer, lui aussi. Et on se dit, ben, c'est cool si on peut aller rencontrer ma grand-mère. Ça me donne la possibilité de la revoir, parce que j'avais rencontré qu'une fois à ce stade. Et ça lui donne la possibilité de rencontrer un autre Congo. Et pour moi, de compléter l'histoire de ma famille où il y a tellement de questions. Et donc, c'est comme ça que. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une rencontre. Et après, autour de ça, maintenant, nous, on crée une pièce qui parle du coup de ma famille,
mais aussi du coup d'un peu de géopolitique, un peu du Congo, un peu des enjeux en lien avec le cobalt et le coltan, et de comment ça peut avoir un impact sur ma santé mentale aussi, tu vois. Donc quand je parle de santé mentale et je parle d'identité, je parle de culpabilité, enfin, Hmm. il y a tout ça. Et du coup, ben, c'est ça qui fait que je suis à Vidi dans un des plus grands théâtres. Et pour moi, je me dis, mais c'est ouf que genre, rencontrer ma grand-mère, Vidi. Tu vois, pour moi, c'est genre, quoi? Mais en même temps, par rapport à tout le travail qu'on a pu faire au Congo et ici, et cette pièce qu'on a réussi à construire, je me dis, ah ouais, en fait, dans toutes les histoires ordinaires, en fait, il y a des leçons à tirer et il y a des Hmm. projets à partager, quoi. Ouais, alors c'est clair que ça ouvre des dizaines de thématiques et Mhm, puis mhm. qu'on pourrait creuser. Ouais, Parce que, à fond. parce que toi, t'es né au Congo, mais t'es tout de suite arrivé en Suisse Exactement, je très suis jeune. arrivé à moins d'une année, donc Hmm. voilà quoi, j'ai juste eu le temps de toucher la terre rouge. Allez, on vient ici et donc du coup, j'y suis retourné, au Congo, j'y retourné comme si. J'y suis retourné, par la suite, j'avais déjà, 24 non, 26 ans, Ok, ouais. Donc, ouais, il tu y a des vois? choses à Il rattraper. y a des choses à rattraper et puis en même temps, je pense que c'est bien que j'ai pu le faire par moi-même, que Hmm. c'était un choix personnel. Ça aurait pu être mes parents qui m'emmènent et puis je prends ça pour acquis: «Ah, je suis allé 10 fois au Congo», mais de devoir faire cette démarche soi-même et de vouloir faire cette démarche soi-même, pour moi, ça en disait long sur comment, je m'identifiais, tu vois? Hmm. J'aurais pu, en ayant vécu toute ma vie ici, me dire: «Ah bah, je suis Suissesse», mais il y avait quelque chose qui me poussait à j'ai jamais, demandé la nationalité suisse. Mhm. Donc j'ai le permis C, j'ai jamais demandé la nationalité suisse. Puis on me dit: «Ouais, mais demande, ce serait plus simple pour voyager et tout». Puis j'étais là: «Ouais, mais» tu vois? Il y avait ce truc où je m'attachais à ça et mes frères et sœurs ont tous la nationalité suisse et puis il y a moi avec mon Ok. passeport congolais alors que je suis la première à être venue en Europe, tu vois? Il y a ce truc un peu décalé. Et pour moi, c'était je pense, j'avais besoin aussi de vraiment me réconcilier concrètement avec le Congo, le rencontrer avant de dire: «Ah non, je prends le passeport rouge». Mhm. Hem et ouais, je pense qu'il y a cette identité, comme je parlais des fêtes de famille, du Congo, la présence du Congo dans mon enfance où j'ai l'impression d'avoir grandi dans une enclave congolaise, dans un petit Congo à Lausanne et Mhm. puis du coup, pour moi, c'était hyper important de voir le Grand Congo, Mhm. tu vois, le centre de formation de toutes les tantines là. C'était important de voir ça aussi, tu vois? Trop Ouais. bien. Et du coup, par rapport à la nationalité suisse, Ouais. est-ce que du coup, maintenant, ça te permet de. T'as voulu enclencher ça ou Ben, t'es écoute, toujours pas sûr? là, je suis dans un bon entre-deux. Dans le sens où j'ai le permis C, dans la plupart de mes projets, je représente la Suisse, tu vois? Je fais les championnats du monde. On a gagné 2 fois, les championnats du monde, enfin 3 fois, dont 2 fois où je faisais partie de l'équipe. C'était le drapeau suisse que je représentais, là-bas. Heu et puis de manière générale, quand je présente ma pratique et je dis toujours, suisse-congolaise, s'il faut dire. Donc la Suisse est représentée, on rend, à César et en même temps, quand je voyage au Congo, ben, j'ai pas besoin de demander de visa et puis pour moi, c'est plutôt, c'est même pas une question de logistique, mais c'est aussi, je pense une question d'identification, tu vois? Mhm. Je m'identifie plus, aussi à ce Congo qu'on m'a donné dans le biberon. Mhm. Et je m'identifie aussi à la Suisse, parce que c'est l'environnement dans lequel j'ai grandi. Mhm. Mais tu vois, en termes d'environnement, c'est pas la même chose que dans le biberon, tu vois? Il y a ce truc, qui pour moi est complémentaire, Mhm. même si parfois c'est un peu, en tension. Quand justement on parle des enjeux en lien avec les énergies, quand on parle de racisme, quand on parle de pas mal de Mhm. choses, tu dis:
Ah ouais, sur ces points-là, c'était complémentaire, mais là, on est pleinement en tension et du coup, ben, il faut quand même en prendre conscience, quoi. Ouais. C'est quoi un peu les projets que soit tu es en train de développer, soit que tu aimerais, dans l'idéal, voir naître pour ces prochaines années? Alors, projet pro, pour moi, il y a, on va dire, 2 gros projets. Le premier, c'est le projet Cause. Je sais pas si tu as vu passer ça? J'ai un peu checké, j'ai pas tout compris. Ah, c'est bien. Non, il y a le projet Cause. En fait, on a eu une idée avec une équipe, de personnes d'avoir à terme un centre, d'art. Ok. Pour les cultures, on va dire populaires et urbaines, qui sont nées dans la rue Mhm. et d'avoir un centre qui permettrait justement de faciliter un peu l'inclusion de ces pratiques et de ces artistes dans les réseaux institutionnels. Ok. Parce que mon parcours, ça reste quand même des rencontres, quoi. Donc ça reste quand même, des choses qui sont, pas facilement duplicable, tu vois. Et ça reste aussi, je trouve, compliqué, même pour moi, d'évoluer dans ces milieux et de collaborer avec des personnes qui comprennent ma pratique ou qui ont ma pratique. Si on parle en termes, je sais pas, de techniciens, de personnes qui gèrent la production autour des spectacles, de personnes qui gèrent la médiation autour du public et tout, ben, ça reste quand même de toujours devoir collaborer avec des personnes à qui on doit réexpliquer les pratiques qu'on représente, l'histoire de celles-ci. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est intéressant parce que ça permet la rencontre entre deux mondes, mais que cette rencontre, elle peut se faire autrement aussi. Aussi en professionnalisant les métiers autour du spectacle dans nos cultures. Et c'est de là où est née l'idée d'avoir le projet Cause, qui est actuellement encore un centre itinérant dans le sens où on s'associe à des structures, comme par exemple pour le battle du 15-16 juin, on est associé au théâtre Sévelin 36, mais c'est Cause qui travaille avec des crumpeuses pour mettre en place un battle. Donc tout le travail de production, de communication, c'est par Cause avec les danseuses, ce qui est cool. Et l'objectif, c'est de continuer à faire ça, proposer des résidences, proposer de l'accompagnement pour écrire les dossiers, mais surtout aussi mettre en réseau avec les institutions pour qu'il y ait davantage de propositions comme ça qui sont populaires et street. Trop bien. Ouais, c'est ça, Cause. Donc c'est ça qui nous occupe. Là, le projet du battle, ça va être notre prochain moment d'exposition, on guillemets. Et en parallèle de ça, ben, je travaille sur ma prochaine pièce. Ok, donc tu as déjà quelque chose Ouais, dans les tuyaux, comme on dit. Dans les tuyaux. Ouais, je travaille sur ma prochaine pièce où là, on a envie d'explorer un peu justement cette dimension spirituelle qu'il y a dans le crump. Ok. Et mettre ça en lien avec d'autres pratiques spirituelles afrodescendantes, comme justement au début le gospel, le blues, le jazz, enfin tout ça en fait, essayer de voir quel univers musical on arrive à créer pour mettre aussi en lumière cette dimension spirituelle dans le crump. Et du coup, fédérer aussi autant la naissance du crump où il y avait vraiment cette dimension spirituelle et aujourd'hui où le crump maintenant il est beaucoup plus on va dire inclusif, mais voir si on arrive à créer cette trame et du coup on va pouvoir travailler avec des personnes qui font du jazz principalement, des crumpers et des gens qui font de la musique qui traverse les époques et on a hâte quoi. Trop bien. Ouais. Bon, et ça, il y a déjà un peu une date prévue ou c'est... Non, ça c'est 2025. On se laisse le temps déjà de travailler un peu sur les premières résidences. Et après, une fois qu'on aura arrêté notre idée, on arrêtera une date. On prend soin de nous. Ouais, pas de stress. Excellent.
Ben déjà, merci beaucoup. Avec plaisir. L'heure tourne, donc... c'est ça, je parle beaucoup, défaut professionnel. C'est pour ça que tu es venu ici. Mais déjà, un énorme merci. Trop Avec bien, j'ai adoré la discussion. Et bah, peut-être tu peux terminer sur la promo, justement pour cet événement du 15-16 juin. Trop bien, merci. Alors, je profite pour faire la promo. Donc, le 15 et 16 juin, au Théâtre Sévelin 36, it's going down. Donc, ça veut dire que le 15 juin, il y a un battle qui commence à 13h pour le public, 12h pour les danseurs. On va être là toute la journée ensemble. On va rigoler ensemble, crier ensemble. Mais ça va être vraiment une journée où vous allez avoir l'impression de faire partie du gang le plus cool du monde. Donc ça, c'est samedi. Après, dimanche, il y a les ateliers. Et là, c'est plutôt à partir de 11h où les juges et la guest vont pouvoir partager leurs pratiques et pouvoir aussi partager 2-3 conseils. Il y aura toujours un moment questions-réponses. Et on finit la journée par un grand moment, du coup, de discussion. Quand je dis grand moment, c'est 1 heure en réalité. De discussion avec celles qui ont donné les ateliers. Et aussi, il y aura l'organisation qui est là au cas où il y a des questions. Mais c'est pour finir ensemble avec un moment où on prend le temps de parler, ce qu'on fait rarement, parce qu'on aime trop danser. Et c'est le week-end Like a Woman, projet par cause. Donc, c'est mieux, vous venez. Voilà. Et puis, du coup, battle 100% féminin. Le battle, ouais, j'y pense tellement que je le dis pas. Battle, inscription des danseuses 100% féminin. Donc, ça veut dire que si t'es une femme, tu viens. Et pour le public, c'est tout public. Que ce soit le battle, que ce soit les ateliers et la conférence, c'est tout public, mais c'est facilité par des femmes. Trop bien. J'espère que ça aura du succès. Merci, nous aussi on espère. Et à défaut d'avoir du succès, on espère qu'il y aura une bonne vibe. That's all we want. Trop bien. Merci beaucoup. En tout cas, merci encore pour l'invitation. C'était vraiment petite discussion dans le salon. J'ai oublié le micro. Oups. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, clairement, ça pourrait lancer des vocations dans le crump. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Non pas que j'étais un expert en débarquant ici, mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Je mettrai toutes les infos pour retrouver Mamouchi dans la description du podcast. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.